Bonjour et bienvenue. Comme vous pouvez vous en douter sûrement, nous arrivons maintenant au terme de notre voyage, le Big Bang. Mais peu après le Big Bang, peu à l'échelle des temps cosmologiques, un événement important a eu lieu, la recombinaison et l'apparition des premiers atomes. C'est la nucléosynthèse primordiale qui va produire l'essentiel de l'hydrogène de l'univers et une bonne partie de l'hélium, plus quelques autres éléments légers comme le deutérium et le lithium. Pour commencer, remontons le temps. En arrière toutes. Donc nous partons de la Terre, nous avons le Soleil au fond, nos planètes. Nous allons sortir du système solaire maintenant. Les étoiles voisines. Et après avoir passé les étoiles voisines, évidemment, nous aurons de plus en plus d'étoiles. Et nous sortons de la Voie lactée. Voilà, nous sommes maintenant dans le milieu intergalactique. Voici la galaxie d'Andromède, pas très jolie, je reconnais, mais il y a également des centaines, des milliers, des millions, des centaines de milliards de galaxies. Et puis les premières étoiles finalement. Les âges sombres et la soupe primordiale, la soupe de particules. Voilà, nous avons remonté l'univers et finalement, au bout de ce long voyage, nous arrivons au Big Bang. Le Big Bang. Voici une représentation du Big Bang. À partir d'une singularité, l'univers s'est dilaté pour atteindre le volume qu'il a aujourd'hui. Il existe des preuves du Big Bang. La théorie générale de la relativité d'Einstein implique un univers qui ne peut être statique. Il doit se contracter ou se dilater. Plus une galaxie est distante, plus elle s'éloigne. Cela indique que l'univers se dilate bien. Un univers qui se dilate implique que l'univers était plus petit et compact dans un passé lointain. Le modèle du Big Bang prédit qu'un écho du Big Bang doit aussi être détecté dans toutes les directions, avec une température de 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Et cet écho du Big Bang a bien été détecté. La théorie du Big Bang prédit que l'univers contient 75% d'hydrogène et 23% d'hélium, formés peu après le Big Bang. Les mesures indiquent bien que les étoiles contiennent 75% d'hydrogène et 23% d'hélium, plus environ 2% d'éléments plus lourds pour les étoiles non primordiales les plus jeunes. La théorie du Big Bang prédit aussi que l'univers a évolué. La vitesse de la lumière est limitée, donc observée à grande distance implique que l'on observe dans le passé. Et nous voyons effectivement des galaxies différentes, plus jeunes, à grand redshift. Bon d'accord, l'univers est en expansion. Mais dans quoi s'étend-il? Dans rien? Dans un méta-espace préexistant? Non. Tout l'espace qui apparaîtra, disons, avec l'expansion de l'univers existe déjà. Dans d'autres dimensions? Là, ou plutôt les théories des cordes prédisent que nous pourrions être intégrés dans un univers à plus de 4 dimensions. Ces 4 dimensions étant les 3 dimensions d'espace x, y, z, et la dimension de temps, t. Bien sûr, on peut toujours penser à d'autres solutions qui restent à inventer. Nous pensons vivre dans un espace-temps à 3 dimensions d'espace, x, y, z, et une dimension de temps, t. Qu'est-ce qu'un espace à une dimension infinie et sans limite? C'est une ligne. Notre olympien, ici, peut aller dans une direction ou dans l'autre, à droite ou à gauche, sans atteindre une quelconque limite et en allant toujours de l'avant. La longueur de cette ligne est infinie. Un espace à une dimension finie et sans limite est représenté ici par ce cercle. De la même manière que ci-dessus, l'olympien peut toujours avancer dans la même direction, sans atteindre une limite. Par contre, la longueur de cette ligne, ou plus précisément de ce cercle, est finie. Elle vaut 2πr, où r est le rayon. Si nous passons à 2 dimensions, notre olympien peut se déplacer dans ce plan, vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche, sans atteindre l'extrémité de la surface. La surface de ce plan est infinie. Un olympien qui se trouve à la surface d'une planète, comme la Terre par exemple, pourra toujours avancer ou aller dans n'importe quelle direction. Il n'atteindra pas le bord de la Terre. Mais comme nous le savons, la surface de la Terre n'est pas infinie. Elle vaut 4πr2, où r est le rayon de la sphère, donc de la planète.
En faisant un pas de plus dans notre analyse, nous pouvons imaginer ce qu'est un espace à 3 dimensions, infini et sans limite. Par contre, nous avons beaucoup plus de difficultés à concevoir et à conceptualiser un espace à 3 dimensions, fini et sans limite. Voici d'autres exemples d'espaces à 2 dimensions finis et sans limite. Nous commençons par un tore. Donc, si nous prenons par exemple donc une surface comme ce damier, nous replions un bord sur l'autre et puis nous replions les deux extrémités du cylindre et les collons. Et bien nous obtenons effectivement un espace à 2 dimensions et sans limite. Ceci rappelle sans doute des souvenirs à certaines personnes. Et bien ici aussi nous avons un espace à 2 dimensions fini et sans limite. Si vous disparaissez en haut, vous réapparaissez en bas. Et inversement. Par contre, effectivement, comme vous pouvez le voir, ceci est un espace fini. Sur la base de ce concept, un univers à 3 dimensions fini n'est pas trop difficile à imaginer. Mais bon, nous sommes encore loin de pouvoir le confirmer expérimentalement. D'accord, l'univers est en expansion. Mais il faut quand même se poser quelques questions. Si l'univers est en expansion à partir d'une singularité, qu'y avait-il avant ? Rien ? Un autre univers duquel le nôtre est issu et qui pourrait donner naissance à un ou d'autres univers, comme c'est montré ici. Donc on a une espèce de filiation, de parent univers à enfant univers. Avant n'aurait pas de sens, car le temps n'existait pas. Effectivement, certaines théories prédisent que le temps est lié à l'univers, et s'il n'y a pas de temps, eh bien on ne peut pas avoir d'avant t égale 0. On peut aussi imaginer que le temps ralentit, et n'atteint jamais t égale 0. Comme on peut le voir ici dans Matrix. Bon, évidemment, c'est un film, donc je ne sais pas si on peut extrapoler ce qui se passe dans cet univers Matrix avec celui dans lequel nous vivons. Un cycle sans fin avec un Big Bang, suivi d'un Big Crunch, suivi d'un Big Bang, suivi d'un Big Crunch. Actuellement, on pense que cette hypothèse est plutôt, disons, non supportée. L'univers s'étend, se dilate, et il a tendance à accélérer. D'autres solutions ? Oui, pourquoi pas, mais lesquelles ? Ok, reprenons notre film. Big Bang. Voilà, explosion, et l'univers se dilate lentement. Nous passons les différentes phases que nous avons étudiées dans les sessions précédentes et dans cette session. Et, bon, finalement, vous dites, non, ça ressemble pas vraiment au Big Bang. Mais qu'est-ce que c'est ? Donc, effectivement, nous n'avons pas ici une vidéo du Big Bang. C'est une explosion nucléaire que nous voyons au fond, et cette explosion nucléaire dégage une chaleur si importante que ces malheureux palmiers sont en train de brûler. C'est l'opération Castle, l'essai nucléaire Bravo, qui a lieu le 1er mars 1954, réalisé par les USA. Nous allons maintenant essayer de comprendre ce qu'est la recombinaison. Dans cette image, nous avons à gauche le Big Bang, et à droite maintenant, ou plutôt vers le Big Bang et vers maintenant. À gauche, nous avons cette soupe de particules, qui est ici symbolisée par cet aspect jaunâtre. Il y a là des protons, des noyaux d'hélium, des particules alpha, des électrons. Il y a aussi des photons, mais les malheureux photons ont des gros problèmes pour se déplacer parce qu'ils ont tendance à heurter les autres particules. Le libre parcours moyen est très faible. Au centre, la température a baissé vers 3000 Kelvin. A lieu la recombinaison. Et donc nous avons maintenant à droite l'apparition d'atomes d'hélium, d'atomes d'hydrogène, et nos photons ont la chance maintenant de se propager en ligne droite. C'est ce que nous voyons ici. Et à partir de là, ils peuvent voyager et nous pouvons les recevoir maintenant. C'est ce que nous percevons à partir du fond cosmologique. Après la recombinaison, l'univers devient transparent. Et les photons, donc la lumière, peuvent se propager sans encombre jusqu'à nous. Un seul problème, mais majeur, il n'y avait pas de source de lumière visible. Effectivement, si quelqu'un avait eu la chance, ou plutôt la malchance de se trouver là, eh bien, il aurait pu dire qu'il n'y avait rien de visible dans le visible. Ce sont les âges sombres. La représentation habituelle que nous pouvons voir de la dilatation de l'univers n'est pas tout à fait correcte.
Si vous avez essayé de comprendre la dilatation de l'univers, vous avez sans doute vu des représentations comme celle-ci, un disque ou une boule qui part d'un point et qui grandit. Or, si nous voyons cette boule grandir, c'est que nous sommes à l'extérieur de la boule. Or, nous sommes dans l'univers. Un observateur qui se trouve à l'intérieur de l'univers ne verra pas l'univers grandir. Il va se déplacer en même temps que l'univers, en même temps que sa parcelle d'univers. Cette représentation est donc fausse. Il vaut mieux en être conscient, même si, je l'admets, les applications pratiques sont extrêmement limitées. Alors, nous avons le Big Bang. L'univers est extrêmement chaud. Ceci est symbolisé ici par la couleur ultraviolette. Puis, l'univers se dilate. En se dilatant, comme on l'a vu auparavant, il se refroidit. Il se refroidit comme 1 plus Z, où Z est le redshift. Donc nous allons passer, ou plutôt la couleur de l'univers va passer par toutes les phases que nous connaissons, de l'ultraviolet, au bleu, au vert, au rouge, puis, à un certain moment, le spectre va passer dans l'infrarouge parce que l'univers est trop froid. Et on ne verra plus rien, ce sont les âges sombres. Puis vont apparaître les premières étoiles. Pour terminer, nous allons voir 2 vidéos qui montrent 2 projets dont l'un des objectifs principaux est d'étudier les premières étoiles apparues de l'univers. Ceci est le James Webb Space Telescope. Ce télescope va être lancé par la NASA et l'ESA en 2018. C'est un télescope spatial, en fait c'est le successeur du télescope spatial Hubble. La différence avec Hubble, c'est que Hubble avait un miroir primaire de 2,40 m de diamètre, alors que JWST va avoir un miroir primaire de l'ordre de 6 mètres. Donc la sensibilité va être plus importante. Une autre différence réside dans le domaine de longueur d'onde. Hubble était défini pour observer l'univers dans le visible et le très proche infrarouge, alors que JWST, lui, va observer le visible, le proche infrarouge et le moyen infrarouge jusqu'à 28 microns. Et ceci pour essayer de détecter des objets à très grande distance. Comme vous pouvez le voir, ce télescope est déployable. Il est déployable parce qu'il n'entre pas dans la coiffe du lanceur. Le lanceur devrait être d'ailleurs Ariane 5. Le deuxième projet est un projet essentiellement européen, c'est l'Extremely Large Telescope de l'ESO. Ce que vous voyez en bas est le miroir primaire de 39 mètres de diamètre. C'est gigantesque. Les plus grands miroirs actuellement ont 10 mètres de diamètre. Mais comme il n'est pas possible de construire un miroir aussi grand de manière monolithique, en fait plusieurs segments plus petits seront assemblés. C'est la raison pour laquelle vous voyez ce bord qui est dentelé. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais c'est malheureusement aussi terminé pour ce MOOC astrophysique. J'espère que vous avez pris plaisir à visionner les vidéos, à faire l'exercice et surtout que vous comprenez maintenant mieux l'univers dans lequel nous vivons.